Un simple morceau de papier peut changer une vie ou la détruire. Pour Édouard Moreau, PDG milliardaire de Moreau Technologies, la fin était assise juste en face de lui, portant une bague de fiançailles en diamant qu'il avait lui-même payée. Il pensait célébrer une fusion. En réalité, il n'était qu'à quelques minutes d'une cellule de prison fédérale. Mais il ne le savait pas. La seule personne qui connaissait la vérité était une serveuse nommée Margot, debout tremblante dans un coin avec une tache de café sur son tablier. Elle avait 5 secondes pour prendre une décision, garder la tête baissée et rester en sécurité, ou lui glisser un mot qui déclarerait la guerre à la femme la plus dangereuse de Paris. Elle choisit le mot. Et ce soir, vous découvrirez pourquoi cette décision a failli lui coûter la vie. Cette histoire prouve qu'un acte de courage peut sauver un innocent et détruire un empire de mensonges. Si vous n'êtes pas allé prêt pour cette histoire d'espionnage, de trahison et d'amour inattendu, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. L'Air du Laurent, le restaurant français le plus exclusif de Paris, sentait toujours la même chose. Des notes distinctes d'huile de truffe, de parfums chers et d'argent ancien. Pour Margot Dubois, cependant, il sentait simplement l'épuisement. Margot ajusta son nœud papillon dans le reflet d'une rampe en laiton poli. Elle était debout depuis 10 heures. Ses prêts étudiants étaient en retard depuis 3 mois. Son propriétaire menaçait d'expulsion et ses pieds avaient l'impression de saigner dans ses chaussures antidérapantes bon marché. Mais elle avait besoin de ce service. Les pourboires au Laurent un vendredi soir pouvaient couvrir la moitié de son loyer, à condition qu'elle ne fasse rien tomber et reste invisible. « Table 4 est à toi, Dubois », aboya le manager Marcus. Marcus était un petit homme gras qui transpirait abondamment et traitait le personnel de service comme des serfs. « Et ne gâche pas tout, c'est Édouard Moreau. » L'estomac de Margot se serra. Tout le monde connaissait Édouard Moreau. Il était le magnat de la tech qui avait révolutionné la cybersécurité avec son entreprise Moreau Technologies. Il avait 32 ans, d'une beauté dévastatrice de cette manière fatiguée et pensive que les milliardaires ont souvent et récemment fiancé à Céleste Dubois, une dame de la société dont le père possédait la moitié de l'immobilier dans les Hamptons. « Compris, Marcus », dit Margot en prenant son plateau. « Si tu renverses ne serait-ce qu'une goutte d'eau, tu es viré avant qu'elle ne touche le sol », siffla Marcus. Margot entra dans la salle à manger. La table 4 était la meilleure place, isolée dans une alcôve avec vue sur la ligne d'horizon. Édouard Moreau était déjà là, fixant son téléphone avec un froncement de sourcils. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus que toute l'éducation universitaire de Margot. En face de lui était assise Céleste Dubois. Céleste était indéniablement belle, mais d'une manière tranchante et prédatrice. Elle portait une robe de soie cramoisie qui semblait couler sur sa peau, et ses yeux, froids et bleus, balayaient la pièce comme si elle calculait la fortune de chaque client. Margot s'approcha de la table et afficha son meilleur sourire de service. « Bonsoir, bienvenue au Laurent. Je m'appelle Margot et je vais m'occuper de vous ce soir. Puis-je vous apporter de l'eau pétillante pour commencer? » Céleste l'interrompit sans même regarder Margot, tapotant furieusement sur son téléphone. « Et apportez la carte des vins, la liste de réserve. »« Bien sûr, » dit Margot, jetant un coup d'œil à Édouard. Édouard leva les yeux et pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent ceux de Margot. Il avait l'air épuisé. « Pour moi, juste un whisky. Sec, le plus vieux que vous ayez. »« Journée difficile ?» demanda Margot, les mots lui échappant avant qu'elle puisse les arrêter. Céleste se retourna brusquement. « Excusez-moi. Nous ne sommes pas ici pour faire la conversation avec le personnel. Apportez les boissons. »« Pardon, » murmura Margot et se retira précipitamment. Pendant qu'elle attendait les boissons au bar, elle observait les deux. Il n'y avait pas d'amour à cette table. L'air entre eux était chargé de tension. Édouard avait l'air d'un homme portant le poids du monde, tandis que Céleste semblait nerveuse, regardant constamment sa montre. Margot revint avec les boissons.
Alors qu'elle posait le verre en cristal avec le whisky, Céleste se leva brusquement. « Je dois aller me repoudrer le nez », annonça Céleste. Elle saisit son sac, une petite chose scintillante, et passa devant Margot, manquant de faire tomber le plateau de ses mains. « Attention », siffla Céleste doucement. Margot rattrapa le plateau, son cœur battant. Elle regarda Céleste se diriger vers les toilettes. Quelques instants plus tard, Marcus fit signe à Margot. « Va vérifier les toilettes VIP, le stock de serviettes est bas. » Margot soupira et se dirigea vers l'arrière. Les toilettes VIP étaient essentiellement des loges privées. Quand elle poussa la lourde porte en chêne, elle entendit une voix. C'était Céleste. Elle était dans la zone salon des toilettes, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Margot se figea. L'acoustique dans la pièce carrelée était parfaite. Elle pouvait entendre chaque mot. « Je me fiche qu'il soit méfiant », chuchotait Céleste. Sa voix tremblait d'un mélange d'excitation et de méchanceté. « C'est fait. J'ai glissé la clé USB dans la poche intérieure de sa veste quand nous étions dans la voiture. » Margot retint son souffle et se pressa contre le mur derrière un palmier décoratif. « Oui, » continua Céleste, « les enquêteurs de la SSC sont déjà stationnés plus bas dans la rue. Dès que nous quittons le restaurant, ils nous arrêtent. Ils trouveront la clé USB avec les données sur les fonds détournés dessus. Ce soir, ils tombent pour fraude et délit d'initié. Comme le contrat de mariage devient nul avec une accusation criminelle, j'obtiens le contrôle des sièges du conseil. » Margot sentit un frisson glacial parcourir son dos. Ce n'était pas juste une mauvaise relation, c'était une exécution d'entreprise. « Arrête de t'inquiéter », cracha Céleste à la personne au bout du fil. « Édouard est un idiot quand il s'agit de confiance. Il pense que je planifie une lune de miel surprise. Il n'a aucune idée que sa vie sera finie dans environ 45 minutes. Assure-toi juste que la presse soit là quand les menottes cliquent. » Céleste raccrocha et poussa un long souffle tremblant. Elle vérifia son maquillage dans le miroir, appliqua une couche de rouge à lèvres rouges sang et sourit. Un sourire cruel et victorieux. Margot attendit que Céleste quitte les toilettes avant d'oser bouger. Ses jambes étaient comme de la gelée. Elle alla au lavabo et s'aspergea le visage d'eau froide. Que dois-je faire? Elle n'était personne, une serveuse. Si elle sortait et disait à un milliardaire que sa fiancée lui tendait un piège pour crimes fédéraux, il penserait qu'elle était folle. Céleste nierait tout. Marcus la virerait. Elle pourrait tout perdre. Mais si je ne fais rien, un homme innocent va en prison. Margot se souvenait de son père. Il avait été un petit entrepreneur, détruit par un partenaire qui avait falsifié les livres et lui avait tout mis sur le dos. 2 ans plus tard, son père était mort d'une crise cardiaque, brisé et honteux. Elle se souvenait du regard dans ses yeux, le regard d'un homme qui réalisait trop tard que la personne en qui il avait confiance tenait le couteau. Elle ne pouvait pas laisser la même chose arriver à Édouard Moreau. Elle saisit un carnet de commandes simple de son tablier. Ses mains tremblaient. Elle devait être rapide. Elle ne pouvait pas attirer l'attention. Elle prit un stylo et écrivit en lettres d'imprimerie au dos d'un reçu de caisse. Ne réagissez pas. Votre fiancé a glissé une clé USB dans la poche intérieure de votre veste. La police attend dehors. C'est un piège. Partez maintenant. Elle plia le papier jusqu'à ce qu'il forme un petit carré. Elle prit une profonde respiration. C'était ça. Margot retourna dans la salle à manger. Le restaurant était maintenant plus bruyant. Le tintement des couverts couvrait le bruit de son cœur qui battait. Elle s'approcha de la table 4. Céleste était de retour à sa place, tenant une carte des menus et semblant l'incarnation de l'élégance. Édouard fixait son whisky. « Êtes-vous prêt à commander ?» demanda Margot, sa voix étonnamment calme. « Je prendrai le homard thermidor » dit Céleste avec dédain. « Et pour monsieur ?» se tourna Margot vers Édouard. « Le steak saignant » murmura Édouard. « Un excellent choix » dit Margot. Elle tendit la main vers le panier à pain vide sur la table pour l'enlever. Ce faisant, elle fit délibérément tomber son propre stylo de la table. Il cliqueta près du pied d'Édouard. « Oh, je suis si maladroite. Excusez-moi, » dit Margot et se baissa immédiatement.
Édouard, tout gentleman, bougea pour aider. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Sous la nappe, cachée de la vue de Céleste par le lourd lin, elle tendit la main vers le stylo. Quand la main d'Édouard descendit pour le ramasser, elle pressa le papier plié directement dans sa paume. Elle leva les yeux vers lui depuis sa position accroupie. Ses yeux étaient grands, désespérés. Pendant une fraction de seconde, elle pressa sa main. Un appel silencieux. Lisez-le. Édouard se figea. Il sentit le papier sur sa peau. Il regarda la serveuse. Il vit la peur dans ses yeux. Ce n'était pas du flirt, c'était un avertissement. Il ferma le poing autour du papier. « Je l'ai », dit Édouard. Sa voix changea légèrement. Il se rassit et glissa la main avec le papier sur ses genoux. Margot se redressa et lissa son tablier. « Chevaliette, je vais apporter la commande tout de suite. » Elle s'éloigna, ses jambes lourdes comme du plomb. Elle alla au poste de service, mais au lieu de saisir la commande, elle observa. Édouard gardait en tête son visage neutre. Il était un joueur de poker dans la salle de conseil. Il savait comment cacher ses émotions. Sous la table, il déplia le papier. Il baissa les yeux et lut les lettres d'imprimerie. Votre fiancé a glissé une clé USB dans la poche intérieure de votre veste. Le cœur d'Édouard manqua un battement. Sa veste était accrochée au dossier de sa chaise. Il se souvenait comment Céleste avait insisté pour qu'il porte exactement cette veste, la grise de Tom Ford, parce qu'elle pensait qu'elle allait mieux avec sa robe que la noire. Il se souvenait comment elle avait été inhabituellement affectueuse dans la voiture, comment elle avait arrangé son col et caressé sa poitrine. Il regarda à travers la table. Céleste souriait encore à son téléphone. « À qui écris-tu, chérie ?» demanda Édouard. Sa voix était calme, mais la glace dans son verre semblait refléter la froideur soudaine dans ses yeux. « Juste à la wedding planner », mentit Céleste avec fluidité. « Confirmer les fleurs pour le dîner d'essai. »« Menteuse », pensa Édouard. « Nous avons finalisé les fleurs la semaine dernière. » Il devait vérifier la veste, mais pas tant qu'elle le regardait. Il avait besoin d'une distraction. « Céleste », dit Édouard en se penchant en avant, « j'ai une surprise pour toi, mais je l'ai laissée au vestiaire. Je voulais attendre le dessert, mais j'ai envie de te la donner maintenant. » Les yeux de Céleste s'illuminèrent. L'avidité était son signe révélateur. « Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Un collier assorti à la bague? » Il mentit. « Mais tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 60. Pas de triche. »« Ça porte malheur. » Céleste gloussa, un son qui lui grattait maintenant les oreilles. « Tu es si dramatique. Bon, 60 secondes. » Elle ferma les yeux et les couvrit de ses mains, jouant la fiancée excitée. Au moment où ses yeux se fermèrent, Édouard bougea avec une rapidité terrifiante. Il tendit le bras derrière lui et glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts effleurèrent la soie puis le plastique dur. Il eut un frisson glacial. Il la sortit, une clé USB noire. Elle ne lui appartenait pas. Il ne l'avait jamais vue auparavant. La serveuse avait dit la vérité. Il regarda vers le poste de service. Margot était là, faisant semblant de polir un verre, mais ses yeux étaient fermement fixés sur lui. Il lui fit un hochement de tête à peine perceptible. Il glissa la clé USB dans sa poche de pantalon, serrée contre sa cuisse. Il ne la remit pas dans la veste. 59. Céleste baissa les mains de ses yeux. « Non », sourit Édouard. C'était le sourire d'un loup, même si Céleste ne le remarqua pas. « Je me rends compte que je devrais demander au serveur de l'apporter sur un plateau d'argent. Ça le rend plus spécial. » Céleste bouda. « Tu me taquines. »« Je dois d'abord aller aux toilettes rapidement, » dit Édouard en se levant. « Je reviens tout de suite. »« Ne reste pas trop longtemps, » dit Céleste en prenant son vin. « Nous avons une grande soirée devant nous. »« Oh, tu n'en as aucune idée, » murmura Édouard. Il alla à l'arrière, mais il n'alla pas aux toilettes. Il repéra Margot près des portes de cuisine et alla droit vers elle. Marcus, le manager, vit cela et se précipita immédiatement, visiblement paniqué. « Monsieur Moreau, tout va bien.
Cette fille vous dérange-t-elle? Marcus foudroya Margot du regard. Si elle a été incompétente, je la vire immédiatement. Elle était excellente, dit Édouard d'une voix commandante. Il ignora Marcus et regarda Margot directement. Où est la sortie de derrière? Marcus semblait confus. Monsieur, la sortie de derrière passe par la cuisine, mais sûrement, je dois partir maintenant, sans que ma fiancée me voie, dit Édouard. Il sortit une liasse d'argent de sa poche et serra des billets de 500 € contre la poitrine de Marcus. C'est pour la nourriture. Et ceci, dit-il en sortant une carte American Express Centurion noire et la tendant à Margot. Gardez-la pour moi. Je reviendrai la chercher. Les yeux de Margot s'écarquillèrent. Monsieur, emmenez-moi à l'arrière maintenant, ordonna-t-il. Margot hocha la tête. Suivez-moi. Elle le conduisit à travers les portes battantes dans la cuisine chaotique et fumante. Les chefs criaient les commandes, les poêles flambaient. Margot se faufila à travers le chaos, Édouard juste derrière elle. Ils atteignirent la lourde porte métallique à l'arrière qui donnait sur l'allée où les camions poubelles étaient garés. Édouard s'arrêta, la main sur la barre de poussée. Il se tourna vers Margot. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi m'avez-vous averti? Vous ne me connaissez pas. »« Je reconnais un piège quand j'en vois un, » dit Margot. Sa voix tremblait maintenant légèrement alors que l'adrénaline retombait. « Quelque chose de similaire est arrivé à mon père. Je ne pouvais pas regarder ça se reproduire. » Édouard la regarda, vraiment la regarda. Il grava son visage dans sa mémoire. Le chignon désordonné, les yeux fatigués, la détermination résolue. « Quel est votre nom complet? »« Margot. Margot Dubois. »« Margot Dubois, » répéta Édouard. « Si je sors vivant d'ici, vous ne servirez plus jamais aux tables. » Il poussa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit de l'allée. À l'intérieur du restaurant, Céleste regardait sa montre. 10 minutes avaient passé. « Où est-il? » écrivit-elle à son contact. « Est-il dehors? » La réponse arriva. Aucun mouvement. Nous maintenons la position. Céleste fronça les sourcils. Elle fit signe à Marcus. « Manager, où est-ce mon fiancé? » Marcus, qui transpirait plus que d'habitude, s'approcha de la table. Il avait l'air nerveux. Il avait l'argent dans sa poche, mais il avait une peur panique de Céleste. Il est allé dans la cuisine, mademoiselle Dubois, dit Marcus. Dans la cuisine, pourquoi? Il a dit qu'il voulait complimenter le chef, mentit mal Marcus. Céleste se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Quelque chose ne va pas. Elle marcha vers la cuisine. Elle poussa les portes en ignorant les cris horrifiés du personnel. « Où est Édouard Moreau? » cria-t-elle. La cuisine se tut. Margot était au lave-vaisselle, chargeant des assiettes. Elle garda la tête baissée. « Il est parti, madame, » dit un chef en pointant vers la porte de derrière. « Parti il y a environ 5 minutes. » Le visage de Céleste devint pâle. « Sans moi? » Elle sortit son téléphone. Pas de message. Elle composa directement le numéro d'Édouard, répondeur. La panique s'installa. S'il n'était pas dans la voiture, s'il ne portait pas la veste quand la police l'arrêterait. Elle courut par la porte de derrière dans l'allée. Elle était vide, juste des bennes à ordures et des chats errants. Son téléphone vibra. C'était son contact. Cible pas en vue. Mais nous venons de voir son chauffeur personnel partir à vide devant. Nous abandonnons le contrôle. Que se passe-t-il? Céleste hurla, un son primitif de rage qui résonna sur les murs de briques. Elle lança son téléphone contre la benne à ordures. L'écran se fracassa. Plus tard, Marcus interpella Margot près du poste de lavage. « Toi !» grogna Marcus, son visage violet. « Tu l'as fait sortir. Je t'ai vu. » « Il a demandé la sortie, Marcus, » dit Margot, essayant de rester ferme. « Tu t'es mêlé d'un client VIP. »« Tu as causé une scène, » hurla Marcus, totalement inconscient de l'enjeu réel. « Je me fiche de ce qu'il t'a donné. Tu en as fini ici. Prends tes affaires et pars. Tu es viré. » Margot dénoua son tablier. Elle savait que cela arriverait.
Elle posa le tablier sur le comptoir. « D'accord, dit-elle. Je démissionne. » Elle sortit par la porte de derrière, passant devant Céleste qui criait, et sortit dans les rues sombres de Paris. Elle avait perdu son travail. Elle n'avait pas d'argent pour le loyer. Elle était seule. Mais alors qu'elle marchait vers le métro, serrant son manteau fin autour d'elle, elle souriait. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'avoir gagné. Elle ne savait pas encore que la guerre ne faisait que commencer. Ce soir-là, à 1h30 du matin, on frappa à la porte de Margot. Ce n'était pas un coup hésitant. C'étaient 3 coups fermes et autoritaires. Margot se figea. Marcus ne viendrait pas ici. Céleste Dubois ne se ferait pas prendre morte dans le Queens. Police. Elle se glissa vers la porte et regarda par l'œilleton. Elle haleta et recula en titubant. C'était Édouard Moreau. Il portait toujours le costume Tom Ford impeccable, mais la cravate était défaite et pendait lâchement autour de son cou. Il semblait déplacé dans le couloir sombre et écaillé comme un panthère arpentant dans une boîte en carton. « Comment m'avez-vous trouvé » chuchota-t-elle. Édouard leva son téléphone. « Je possède Moreau Technologies. Trouver des gens est ce que mes algorithmes font avant le petit déjeuner. Puis-je entrer, Margot? » Elle hésita. Il était un étranger, puissant et en ce moment désespéré. Mais elle l'avait déjà sauvé une fois. Elle détacha la chaîne et ouvrit la porte. Édouard entra et l'appartement sembla se rétrécir autour de lui. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Margot défensivement, croisant les bras. « C'est sûr, » corrigea Édouard, « et en ce moment plus que je ne peux dire de mon penthouse. » Il alla à la table basse et ramassa la carte noire. Il ne la rangea pas. Il la tenait juste, la faisant tourner entre ses doigts. « Vous ne l'avez pas utilisée, observa-t-il. Elle ne m'appartient pas. » Édouard la regarda avec une intensité étrange. « Votre père semble avoir été un homme honorable. »« Il l'était, » dit Margot simplement. « J'ai vérifié la clé USB. » Les yeux de Margot se tendirent, et ce n'était sans pas des données de détournement de fonds. Ce serait trop simple pour Céleste. La voix d'Édouard descendit à un grondement sombre. C'étaient des schémas de serveurs classifiés du ministère de la Défense, volés dans les coffres de ma propre entreprise. Margot se couvrit la bouche. Oh mon Dieu! Si la police avait trouvé ça sur moi, je ne serais pas seulement allé en prison pour fraude. J'aurais été remis au FBI pour trahison. Je n'aurais plus jamais revu le soleil. Il leva les yeux vers Margot et pour la première fois, la façade du milliardaire se brisa complètement. Il avait l'air effrayé. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé d'un scandale, Margot. Vous avez sauvé ma vie. » La gravité de la situation frappa Margot comme un coup physique. Elle s'affaissa sur une chaise de cuisine face à lui. Pourquoi ferait-elle ça? Elle allait vous épouser. Un rire amer s'échappa des lèvres d'Édouard. Céleste ne se marie pas par amour, elle se marie pour l'influence. J'étais juste une cible d'acquisition particulièrement importante. Je suppose que l'empire immobilier de son père est excessivement financé par l'étranger et qu'elle avait besoin de mes liquidités pour le sauver. Me détruire était plus rapide qu'attendre un accord de divorce. Il se leva et arpenta les 3 pieds d'espace disponibles au sol. Je ne peux pas retourner à mon bureau, elle aura des yeux là-bas. Je ne peux pas utiliser mes appareils habituels. Elle pourrait les avoir compromis. Je suis effectivement invisible, jusqu'à ce que je puisse prouver qu'elle a placé cette clé USB. Il s'arrêta et se tourna vers Margot. J'ai besoin d'aide. Et en ce moment, la liste des personnes en qui j'ai confiance dans cette ville a exactement un nom dessus. Margot se pointa du doigt avec des yeux écarquillés. Moi, je suis une serveuse, ex-serveuse. Je ne sais rien de l'espionnage cyber. Exactement pourquoi, dit Édouard. Tu n'es pas dans le système. Tu n'es pas sur son radar comme une menace. Tu es la variable inconnue. Il tendit à nouveau la carte noire. Je veux t'embaucher, Margot Dubois. Pas pour porter des assiettes, mais pour être mes yeux, mes oreilles et mes messagers dans le monde réel pendant que je travaille dans l'ombre pour enterrer Céleste Dubois.
45 minutes passées plus tard, dans un penthouse avec vue sur la Seine qui coûtait plus que tout l'immeuble de Margot, Céleste Dubois lança un vase en cristal baccarat à travers la pièce. Il se brisa contre la cheminée en marbre. « Comment avez-vous pu le perdre » cria-t-elle dans son téléphone. À l'autre bout était le chef de la société de sécurité privée qu'elle avait engagé pour suivre Édouard. « Mademoiselle Dubois, » dit le chauffeur. Monsieur Moreau est descendu de véhicule 3 blocs plus loin du restaurant et est entré dans une station de métro. Nous l'avons perdu dans la foule. Il a jeté son téléphone dans une poubelle sur l'avenue Montaigne. Il ne prend pas le métro, espèce d'idiot. Il ne prend jamais le métro. Céleste arpentait, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Il sait. D'une façon ou d'une autre, il sait. Elle s'arrêta. Son esprit rembobina la soirée au restaurant. Le comportement étrange d'Édouard, comment il était allé aux toilettes et n'était pas revenu. Le retard. Et puis elle se souvint de la serveuse maladroite, le stylo tombé. Les yeux de Céleste se plissèrent. « Cette fille, » siffla-t-elle. « Quelle fille, mademoiselle Dubois? » La serveuse au Laurent. Cette petite souris aux cheveux ébouriffés. Elle était à la table juste avant qu'il change de comportement. Elle a dû lui dire quelque chose ou lui glisser quelque chose. Céleste sentit une colère froide monter en elle. Une personne insignifiante, une domestique, avait ruiné un plan élaboré pendant 6 mois. « Oubliez de poursuivre Édouard pour l'instant, » ordonna Céleste. « J'ai une nouvelle mission pour vous. Découvrez qui était cette serveuse. Marcus au restaurant le saura. Trouvez-la. Mettez-lui la pression. Je veux savoir où est Édouard Moreau, et ce petit rien est la clé. Compris. À quel point devons-nous être agressifs? » Céleste examina sa manucure parfaite. « Faites-lui peur. Faites-lui comprendre que se mêler de ma vie est une erreur fatale. » Pendant ce temps, Margot fixait Édouard comme s'il avait soudainement poussé une deuxième tête. « M'embaucher, pourquoi exactement? » demanda-t-elle. « J'ai besoin d'un fantôme, » expliqua Édouard rapidement. « J'ai besoin de quelqu'un qui achète des téléphones jetables, se procure des ordinateurs portables sécurisés, loue un lieu de travail stérile, tout en liquide, sans trace papier qui remonte à moi. Céleste va surveiller mes comptes bancaires. Si je retire de l'argent, elle saura où je suis. Tu veux que je sois ton courrier d'argent? Je veux que tu sois ma chef d'opération dans une zone de guerre, corrigea Édouard. Et je suis prêt à payer pour le risque. » Il sortit la liasse d'argent qu'il avait montrée au restaurant. Il détacha 20 billets de 500 €, 10 000 hongs, en liquide, et les posa à côté de la carte noire sur sa table. « C'est ton avance pour ce soir. À partir de demain, ton salaire est de 15 000 € par semaine, jusqu'à ce que ce soit réglé. » Margot regarda l'argent. C'était assez pour payer ses arriérés de loyer, couvrir le loyer actuel et acheter de la nourriture pendant 1 mois. 15 000 par semaine. Sa voix couina. C'est fou. Mais monsieur Moreau, Édouard, s'il vous plaît, si Céleste est aussi dangereuse que vous le dites, ne me mets-je pas dans le collimateur en restant près de vous? L'expression d'Édouard s'assombrit. Elle t'a déjà remarqué, Margot. Céleste ne croit pas aux coïncidences. Si elle n'a pas encore compris que tu m'as averti, elle le fera d'ici demain matin. Tu n'es plus en sécurité ici. Ton propriétaire ne sera pas le seul à frapper à cette porte. » Margot réalisa avec un mauvais sursaut qu'il avait raison. En essayant de faire ce qui était juste, elle était passée du trottoir directement sur l'autoroute. « D'accord, » dit Margot. Sa voix tremblait, mais elle semblait déterminée. Elle prit l'argent. « Je suis dedans. Quel était le premier mouvement, patron? » Édouard sourit vraiment. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux fatigués. « Fais tes bagages, seulement l'essentiel. Nous partons dans 10 minutes. Cet appartement est grillé, c'est que sa tonton est grillé. » Ils prirent un taxi jaune qu'ils élèrent dans la rue. Pas d'application. Profondément dans Belleville, dans un quartier industriel près de la Seine qui semblait abandonné. À 3 heures du matin, les entrepôts se dressaient, comme des géants, endormis contre le ciel orange, brumeux de la ville. Le taxi les déposa devant un bâtiment de briques anonyme avec des fenêtres grillagées et un panneau rouillé indiquant « Textile Patel » pour « Plal fermé ».
C'est ici? Demanda Margot, serrant son sac à dos en toile. Elle portait des jeans et un sweat à capuche, ayant abandonné son uniforme de serveuse. Trompeur, non? Dit Édouard en se dirigeant vers une porte d'acier latérale. Il n'y avait pas de poignée, juste une plaque métallique lisse à côté. Édouard posa toute sa paume sur la plaque. Un scanner caché projeta une lumière rouge sur sa main. Un clic mécanique lourd résonna de l'intérieur de la porte, suivi du sifflement d'un joint hydraulique qui se relâchait. La porte s'ouvrit lourdement. Margot le suivit à l'intérieur. Le contraste était choquant. Délabrement de banlieue à l'extérieur, NASA à l'intérieur. Il se tenait sur une passerelle métallique surplombant une immense salle remplie de rangées après rangées de racks de serveurs. L'air était glacial, maintenu ainsi pour refroidir les machines et rempli du bruit blanc assourdissant de milliers de ventilateurs de refroidissement. Des lumières de contrôle bleues et vertes clignotaient hypnotiquement dans l'obscurité comme une ville numérique s'étendant devant eux. « Bienvenue au Sidebaker de Morrow Technologies », cria Édouard par-dessus le bruit. « Mon installation de redondance non officielle. Même mon conseil d'administration ne sait pas que cet endroit existe. Il a son propre générateur et connexion satellite. Nous sommes complètement hors réseau. » Il la conduisit sur un escalier métallique jusqu'à une salle de contrôle vitrée suspendue au milieu de la ferme de serveurs. À l'intérieur, c'était béni de silence. Il y avait 3 énormes moniteurs incurvés, des chaises ergonomiques et une petite kitchenette dans le coin. Édouard alla immédiatement à la console principale et commença à taper frénétiquement. L'écran prit vie, rempli de lignes de code en cascade qui donnaient le vertige à Margot rien qu'à les regarder. « Mets-toi à l'aise, » dit Édouard sans lever les yeux. « Il y a un lit de camp dans la pièce du fond si tu as besoin de dormir. Je ne vais pas dormir cette nuit. » Margot s'assit sur une des chaises et l'observa travailler. Ici, il était un homme différent. Au restaurant, il avait semblé chargé, presque vaincu. Ici, au milieu de la technologie rugissante, il ressemblait à un maestro dirigeant un orchestre. « Que fais-tu? » demanda-t-elle après un moment. « Je construis une cage numérique, » murmura Édouard, ses doigts volant sur le clavier mécanique. Céleste a placé la clé USB, mais elle n'a pas volé les données elle-même. Elle ne saurait pas comment. Elle a engagé quelqu'un à l'intérieur de Morrow Technologies pour le faire. Je traque la taupe. Il sortit la clé USB noire de sa poche et la brancha dans un port isolé sur la console. Immédiatement, des fenêtres d'alerte rouge apparurent sur l'écran. Matériel non autorisé détecté. Protocole de sécurité initié. Édouard les contourna avec un scan biométrique de sa rétine. Elle est chargée de malware qui aurait paralysé n'importe quel ordinateur normal et alerté immédiatement les autorités, expliqua-t-il. Mais ici, je peux l'isoler dans un environnement sandbox. Pendant des heures, Margot l'observa. Elle faisait du café dans la petite kitchenette et lui apportait une tasse qu'il acceptait sans quitter l'écran des yeux. Vers 6 heures du matin, juste au moment où le soleil dehors, au-dessus du bunker sans fenêtre, pensait à se lever, Édouard frappa le bureau de frustration. « Merde, qu'est-ce qui ne va pas? » Margot se réveilla d'un léger demi-sommeil. « La taupe, elle est bonne. Elle a effacé ses traces. Les journaux d'accès pour les fichiers volés ont été complètement supprimés. Je sais ce qui a été volé, mais je ne peux pas prouver qui c'était. Sans cette connexion, je ne peux pas prouver l'implication de Céleste. » Il frotta ses yeux brûlants. « Nous sommes dans une impasse. » Margot se leva et s'approcha des écrans, regardant les données confuses. « Tu regardes la partie informatique, » dit-elle doucement. « Les empreintes numériques, non? Oui, les journaux d'accès. Mon père disait toujours, si tu ne peux pas trouver le voleur, cherche ce qu'il a acheté avec l'argent. » Édouard arrêta de taper. Lentement, il tourna sa chaise vers elle. « Explique ça. » Qui que ce soit qui ait volé ça, il ne l'a pas fait gratuitement. Céleste l'a payé. Beaucoup, probablement. Les gens qui reçoivent soudainement beaucoup d'argent font des choses stupides. Ils achètent des voitures, ils remboursent des dettes, ils réservent des vacances. Édouard la fixa pendant 10 secondes pleines, puis un sourire brillant et terrifiant s'étala sur son visage.
Margot Dubois, chuchota-t-il. Tu es un génie. Il se tourna vers la console. Oublie les serveurs d'entreprise. Je vais pirater les comptes bancaires privés de tous les cadres de Morrow Technologies qui avaient accès à ces fichiers. Je cherche un afflux soudain et inexpliqué d'argent dans les dernières 48 heures. Ses doigts volaient à nouveau sur les touches, maintenant avec une nouvelle détermination. C'est complètement illégal, mais s'ils veulent jouer sale, nous jouerons sale. 20 minutes plus tard, l'un des écrans clignota rouge. Un profil apparut. Un homme au menton faible et aux cheveux clairsemés. Arthur Penalon, vice-président infrastructure. « Je t'ai eu », gronda Édouard. Arthur. 20 ans dans l'entreprise. Et hier matin, un transfert de 2 millions d'euros est arrivé sur un compte offshore aux îles Caïmans lié à son nom, d'une société écran dans le même bâtiment où le père de Céleste a ses bureaux. « Est-ce que ça suffit comme preuve ?» demanda Margot, son cœur battant. « C'est assez pour faire pendre Arthur au-dessus d'un précipice, » dit Édouard d'une voix glaciale. « Nous n'avons pas besoin de briser Céleste. Nous avons juste besoin de briser le maillon faible qu'elle a engagé. » L'histoire de Margot et Édouard nous enseigne qu'un simple acte de courage peut changer le cours de l'histoire. Cette serveuse, qui n'avait rien à gagner et tout à perdre, a choisi de faire ce qui était juste, sauvant un innocent et exposant une conspiration qui aurait détruit une vie. Son père lui avait appris que si on ne transpire pas pour quelque chose, ça ne nous appartient pas, mais parfois, on doit transpirer pour la justice elle-même. Édouard a découvert que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en personnes prêtes à risquer leur sécurité pour nous protéger. Leur histoire prouve que dans un monde plein de célestes qui manipulent et te trahissent, il existe encore des Margots, prêtes à tenir bon pour la vérité. Parfois, la personne la plus puissante dans la pièce n'est pas celle qui a le plus d'argent, mais celle qui a le plus de courage. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a captivé et dites-nous dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage de Margot? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de la justice sur la corruption.